Bonjour Hélène Zanier, bienvenue sur le Pinavorien, merci d'avoir accepté cette interview en toute transparence. On rappelle tout simplement que le LPN, c'est une équipe de bénévoles, un média libre et indépendant qui défend l'intérêt commun, l'intérêt du contribuable et la moralisation dans la vie politique. Un beau programme. Merci. Très bien, on a posé donc on a laissé une liberté justement à nos abonnés de vous poser des questions. Il y a des questions qui sont revenues plus que d'autres et donc aujourd'hui on va se faire un plaisir de vous les poser et on espère des réponses claires, transparentes de votre part. Alors, toutes les réponses que je pourrais apporter, je les apporterai au cas où, parce qu'on ne peut pas tout savoir, je ne les aurai pas, je n'hésiterai pas à vous pouvoir vous les donner ensuite par écrit. Très bien. Alors, une des questions qui revient le plus souvent, question de William Wallace. On a beaucoup parlé dans le programme d'Emmanuel Macron de la moralisation de la vie politique. Alors il y avait effectivement au départ de beaux projets, une belle intention, et les gens, dans leurs questions, ont quand même l'impression que ça fait un peu pchit. Alors, ça c'était vraiment un fer de lance, et je suis très à l'aise là-dessus, parce qu'on a vraiment beaucoup... Enfin, pour moi c'est une avancée qui est vraiment très conséquente. Pour l'une des premières lois qu'on a fait pour essayer de rétablir la confiance, alors on va dire ne suffit pas puisque ça concerne plus les parlementaires, on va dire, que les autres élus, mais ce qu'on a fait très très rapidement, c'est que on a diminué les avantages des parlementaires. Il y avait des scandales au niveau de la retraite, on s'est aligné sur les mêmes retraites, on s'est aligné sur les mêmes chômages, et surtout, bon, le non-cumul des mandats, ça sera voté dans la loi organique, et bon, au niveau de la transparence, bon, c'est vrai qu'on mettait déjà tous nos revenus en ligne. Cette moralisation, elle a notamment déçu, puisqu'on a vu dernièrement avec l'affaire Benalla que même le gouvernement n'a pas montré l'exemple. Alors, bon, Benalla, pardon, je saute du Bégalène, parce que ça, on m'avait souvent posé la question aussi, en termes de moralisation, sur le B2, le casier judiciaire vierge. Alors en fait, on allait beaucoup plus loin, et ça je pourrais vous le détailler au point de vue juridique. En demandant simplement casier juridique vierge, ça posait un problème que nous avait soulevé le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Et donc, nous, on a souhaité mettre toute une liste d'infractions, ce qui permettait d'aller au-delà encore du casier judiciaire vierge, sachant que un casier, quand on est en infraction, on peut très bien demander au juge de supprimer ce qu'il y a sur le casier. Et donc là, on a enlevé cette possibilité puisqu'on a listé. Donc on allait au-delà. Ça, c'était une petite aparté par ailleurs. Alors Benalla, là aussi, c'est trouvé que je me suis retrouvée, enfin je suis commissaire aux lois, je suis dans le bureau de la commission des lois. Donc j'ai pu assister rapidement à toutes les auditions, ça a été fait assez rapidement. Pour moi, franchement, là je le dis en toute transparence, il y a eu des fautes humaines. Ça c'est clair, net, précis. Rétablissons la vérité, c'est un petit coq qui est venu, qui est allé dire à son directeur de cabinet « Je suis invité par la préfecture pour, pendant mon jour de congé, assister en tant qu'observateur à une manifestation. » Le directeur a dit oui, enfin son chef de cabinet. Donc il y est allé et après, au niveau des commissaires qui étaient en place, alors moi je les comprends totalement et je ne leur jette pas la pierre. Vous savez, les gens qui étaient chargés de l'accompagner, il est venu en disant « Je suis le conseiller de Macron ». Les autres se sont un peu écrasés et il y a eu une bourde. Il n'y a jamais eu, et ça, on a appris, il n'y a jamais eu de milice, il n'y a jamais eu... Tout ce qu'on a entendu est faux. Enfin, pour moi, là, c'est une affaire sans être une affaire. Il a été sanctionné et la faute très grave et très lourde qui a été faite, ça me paraît très très grave. Ça a été la diffusion, enfin le fait qu'ensuite les forces de l'ordre lui donnent les vidéos. Et ça, dès qu'il a eu la possession des vidéos, là il a été automatiquement licencié. D'accord. Ça me paraît effectivement la faute lourde, mais le reste c'est grave, c'est choquant, mais c'est des fautes humaines. C'est pas, personne ne lui a demandé. D'accord, très bien. On va parler un peu de politique locale, parce que vous en venez. Il faut quand même rappeler que vous venez du pays de Morange. Ah non, pas du tout. Je suis née à Saint-Avold, pur produit du bassin houiller. Mon père mineur, Jeanne d'Arc, ma mère, donc mon père de Schpitt, ma mère de Jeanne d'Arc. J'ai vécu au départ à Jeanne d'Arc, mais non, pur produit du bassin houiller. Morange, ça a été l'un de mes derniers postes, simplement en tant que fonctionnaire territorial. Voilà.
Merci de la correction. Alors, dans un de vos premiers posts, justement, vous parlez de votre rencontre avec les syndicats de juridiction financière et vous disiez, je vous cite, je suis favorable à ce que les cours des comptes puissent accroître leur contrôle pour plus de transparence des dépenses publiques. Je soutiendrai leur démarche. Depuis le 19 octobre, est-ce que cette situation a évolué? Alors, les habitants de Saint-Avold Synergie sont toujours dans l'attente, notamment du rapport de la Cour régionale des comptes concernant la commune de Saint-Avold et de l'agglomération, puisque ce rapport aujourd'hui est sorti mais n'est pas encore accessible. Alors, au niveau de la juridiction de la Cour régionale des comptes, je continue non seulement à soutenir la démarche, mais on continue à travailler pour faire conjointement une proposition de loi. Donc j'ai déjà parlé au niveau de la commission des lois de pouvoir le proposer, donc ça sera fait prochainement. Après on avance, on tâtonne encore un peu, mais on fait ça conjointement. Donc c'est vraiment pour accroître leur pouvoir, parce qu'entre autres, ils ne peuvent pas se saisir directement le juge. Donc ça serait des choses, leur accroître les pouvoirs de la Cour. Après je ne suis pas vraiment forcément au courant de l'étape exacte, parce que vous parliez du rapport qui serait sorti pour Saint-Avold. Voilà, mais qui n'est pas encore accessible, qui va être débattu prochainement au Conseil. Donc, moi, ce que je sais du déroulement, alors c'est... là, je l'ai appris tout récemment, quelqu'un m'en a parlé. Donc, ce que je sais de la démarche, et je ne sais pas maintenant exactement, si c'est débattu au Conseil, je suppose qu'on en est là, c'est l'ancien fonctionnaire qui parle. Donc, pour régional des comptes, ça peut durer très longtemps, parce qu'en général, quand ils s'intéressent à une commune, alors je ne sais pas si c'est le cas, ils font automatiquement l'intercommunalité aussi et tous les budgets annexes. Donc après, ils réclament beaucoup de pièces. Ensuite, il y a tout ça qui est transmis au maire, il faut 2 mois, et ensuite c'est délibéré en conseil municipal. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que ça sera délibéré, automatiquement, ça sera sur le site de la Cour régionale des comptes. Enfin, c'est rendu public, ces rapports. Après, je ne peux pas vraiment vous en dire plus. J'ai cru comprendre qu'on en est à l'étape délibération conseil municipal, mais ça, les conseillers pourront vous le dire, parce que normalement, ils ont pu accéder à ce document. Ok. Les députés sont souvent raillés, moqués pour leur absence. Alors, lors d'une séance, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les discussions générales, qui ne donnent pas lieu à des votes, et qui sont pour nous une répétition de tout ce qui a été déjà dit et su en commission. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on ne peut pas être spécialiste partout. Et il faut se dire que pendant que certains siègent pour défendre le projet de loi qu'ils ont vu en commission, d'autres sont dans d'autres commissions en train de travailler sur les mêmes amendements. On est sans cesse tiraillé entre « il faut que j'aille à tel groupe ». Dans mon agenda, c'est pour ça que je dis, on me demande souvent quel est le côté le plus compliqué. Je dirais presque, j'ai une collaboratrice qui fait quasiment que ça à mi-temps, pour uniquement essayer de gérer l'agenda. On est parfois tiraillé entre 4 réunions importantes en même temps. Donc nous sommes à un endroit, tout à coup, on se rend compte qu'il y a un amendement défendu qui est important, donc on recourt dans l'hémicycle pour ensuite recourir à la réunion de travail qu'on vient de quitter, pour ensuite aller défendre un amendement en commission, et tout ça c'est dans le même laps de temps. C'est pour ça qu'on voulait aussi réformer un petit peu l'Assemblée nationale, parce qu'on a un fonctionnement qui n'est pas sain. Et je dirais pas ça aussi parce qu'il y a une multitude d'amendements qui ne sont là que pour polluer le débat, freiner le débat, ou être tout simplement filmé 2 minutes, ou je dirais faire parler, porter la parole de son groupe, alors que ça n'a strictement rien à voir avec le texte. Donc, mais on est obligé d'être là pour voter, mais ça explique aussi qu'on est sans arrêt tiraillé pour... On est dans l'Assemblée, on est en train de travailler, mais on n'est pas forcément assis au niveau des strapontins de l'hémicycle. D'accord. À quel moment vous revenez de votre permanence? Alors, donc, départ, en règle, ça peut être les lundis, le départ à Paris, mais en règle générale, c'est le mardi pour revenir le jeudi soir. D'accord. Ensuite, je reviens en permanence le vendredi, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, il peut arriver qu'on siège aussi le vendredi, samedi, dimanche. Ça, on le sait souvent à la dernière minute, puisque le calendrier change sans arrêt. Si on n'avance pas assez vite, s'il y a trop d'amendements, voilà, on est obligé de revenir beaucoup plus tard. Alors, je dirais qu'en majorité, et c'est une majorité courte, 55% du temps, j'estime, on rentre le jeudi soir ou le vendredi matin.
Et voilà. Et là, donc, le travail se poursuit également alors, le week-end. le week-end. Alors, on a souvent beaucoup d'institutionnels à voir. Moi, quand j'appelle les institutionnels, c'est qu'il y a des réunions de travail aussi en préfecture, il y a des réunions de travail avec les élus. Je livre en vrac, hein, ça peut être... là, c'est une grosse problématique chez nous, c'est les remontées de nappes phréatiques, c'est le SCOT, je vais régulièrement, donc c'est les chemins de territorialisation, je vais régulièrement aussi à des réunions de suivi sur la pollution sur le site Atomoqueb, et ainsi de suite. Des réunions, il y en a énormément. Samedi, dimanche, c'est en général consacré aux inaugurations. Alors là aussi, on me dit, on ne voit pas beaucoup sur le terrain, 107 communes. 107 communes, 1h30 pour aller de l'une à l'autre. Donc, j'en fais, par exemple, si je fais deux, ça va être le cas samedi. Là, pour une fois, c'est pas trop loin l'un de l'autre, mais voilà, je fais une inauguration à un endroit, il me faut une demi-heure pour rejoindre l'autre, et encore une demi-heure pour rejoindre. Donc la journée, elle est prise beaucoup entre déplacements, et ça, c'est les samedis, dimanches. Et le lundi matin, on essaie quand même de se caler les réunions ici, donc avec les collaborateurs. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'entre les inaugurations et tout, je reçois beaucoup les particuliers le samedi. Et le lundi matin, le lundi après-midi, avant de repartir à Paris, j'essaie de voir les maires. Et là, je passe du temps aussi parce que c'est des très bons relais de tous les dysfonctionnements qu'ils trouvent au niveau de l'administration. C'est mes personnes ressources aussi, hein, parce que pour l'évaluation de nos politiques. Alors à présent, on va parler un petit peu d'écologie. Une question, c'est la question qui est le plus revenue. Elle vous concerne directement. Monsieur Lucien Rézador, par exemple, s'interroge sur votre absence lors du vote important sur le glyphosate, qui, selon ses dires, nous empoisonne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? J'ai deux réponses, mais ça me permet aussi, parce que j'ai une centaine de mails par jour aussi à ce niveau-là. Effectivement, le vote a eu lieu, cet amendement, pendant la loi Egalim. Et le lendemain matin, j'avais, alors je ne sais plus si c'était le SCOT ou la réunion de la nappe phréatique, mais j'étais en circonscription. Et là, ça m'a paru plus important, la pollution directe chez nous, que le glyphosate, où il y a de toute façon une promesse ferme du gouvernement. Très bien. Donc en fait, vous n'étiez tout simplement parce que vous avez d'autres occupations, d'autres obligations, pardon, à ce moment-là. Alors juste aussi en précision, on ne peut pas être spécialiste partout. Il y a 8 commissions. Chacune de ces commissions défend des lois. Dans la commission des lois, nous sommes saisis pour avis et nous sommes présents pour plus de 60% des lois qui ont été déjà votées, ce qui fait un temps de présence déjà très très conséquent. Donc effectivement, quand il y a quelque chose qui me paraît très important en circonscription et qui pourra apporter plus à mon territoire, je privilégie le territoire. Et en plus de ça, on ne sait jamais, là aussi c'est important de le dire, on ne sait jamais l'avancée d'un texte. Parfois on peut passer 10 amendements en 10 minutes, et parfois, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, parfois 2 amendements peuvent prendre 3 heures de débat. Donc on est dans l'incapacité totale de pouvoir savoir à quel moment va passer un amendement. Très bien. Une autre question de Loïc Metz qui demande si Madame la députée est toujours en phase avec les décisions du président de la République, puisque celui-ci faisait campagne sur un équilibre entre questions sociales et compétitivité, et bien sûr on accuse régulièrement Emmanuel Macron d'être le président des riches. Alors la réponse que j'apporte, c'est que oui, je suis toujours en phase, parce que jusqu'à présent le programme pour lequel on a été élu a complètement été suivi, et toutes les nouvelles mesures qui vont accompagner, alors là on appelle ça le plan pauvreté, étaient prévues dans le programme, la grande majorité était prévue dans le programme, et je sais très bien qu'elles vont arriver. Moi je reste persuadée qu'on va voir que le pouvoir d'achat va augmenter, donc oui, totalement en phase. On est resté sur notre ligne de conduite, on a fait des promesses, on a été élu sur un programme et on le suit. Très bien. Une autre question, justement, c'est lié un petit peu à tout cela. Martin David, comment est-ce que vous pouvez tolérer, accepter que votre parti politique baisse les APL pour les plus nécessiteux, augmente la CSG qui impacte forcément les retraités,
et en même temps un allègement de l'ISF pour les plus fortunés. Alors, on va commencer par les APL, par exemple. Alors, les APL, ce n'était pas prévu du tout dans le programme. Qu'est-ce qui s'est passé avec les APL? C'est qu'on a eu un rapport de la Cour des comptes. Alors, je vous disais que j'étais très attachée à la Cour des comptes. Rapport de la Cour des comptes qui a dit « Mais vous n'avez pas respecté les promesses de l'ancien gouvernement qui étaient de réduire telle dépense publique. » Et donc, les APL étaient, ce n'était pas une mesure de ce gouvernement, était une mesure de le gouvernement antérieur. On n'avait pas d'autre choix si on suit un petit peu notre logique pour des comptes, donc on a suivi. Donc les APL, c'est comme pour les emplois aidés, c'est la même chose, on subissait aussi les conséquences d'un budget qu'on n'avait pas voté encore. Ça c'est la première chose. CSG, je l'assume totalement, c'était par rapport à... Bon, déjà, c'était annoncé, les chiffres, voilà, ça avait toujours été annoncé, donc on a été voté avec cette annonce. C'était ça ou l'augmentation de la TVA pour pouvoir rester dans le plan d'austérité de 2012, enfin le pacte de stabilité. Et on s'était amusé avec des amis à faire un petit comparatif panier de la ménagère. Je peux vous garantir que l'augmentation de la CSG impacte bien moins le pouvoir d'achat que s'il y avait eu une augmentation de la TVA. L'ISF. L'ISF, alors là c'est un pari. C'est un pari un pari auquel je crois. Alors, si on regarde en termes de masse financière, c'est pas énorme. Par contre, le pari, c'est de le transformer. On ne veut plus que les Français capitalisent dans l'immobilier ou autre. Ce qu'on veut, c'est qu'ils essayent d'investir, mais investir dans les petites et moyennes entreprises, investir dans l'innovation. Et toutes les mesures fiscales là, qui sont en cours vont dans ce sens-là. Pourquoi investir là-dedans? C'est pas pour que les riches deviennent plus riches. C'est pour pouvoir être sûr de rentrer dans un cercle vertueux qui permettra de faire baisser le chômage. Faire baisser le chômage permettra aussi d'avoir plus d'actifs. Plus d'actifs, bon, je ne vais pas revenir sur le système de répartition et la retraite, mais bref, ça aura un impact positif aussi sur les retraites par la suite. Très bien. On va continuer avec l'écologie, et notamment le remaniement gouvernemental qui a eu lieu les derniers temps. Justement, l'ex-ministre d'État, Nicolas Hulot, ne se sentait pas soutenu et souhaitait un électrochoc. À votre niveau de député, qu'est-ce que vous pouvez faire pour promouvoir cet électrochoc au niveau de l'écologie? Alors là, j'ai l'impression que cet électrochoc, il commence vraiment à avoir lieu. En tout cas, tout ce que je vois au niveau des mails que je reçois, il y a quand même une grande prise de conscience de la plupart des gens. On va vers un modèle à tout niveau, même un modèle de consommation, de viande, d'agriculture, etc. On va vers du plus sain. Les gens se rendent compte, je suis surprise aussi, et je suis agréablement surprise de l'engouement qu'il y a eu sur le plan vélo qui vient juste d'être annoncé. On sent, alors après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire d'autres ateliers. J'ai remarqué que tout le monde, 100% pratiquement des gens sont d'accord pour dire « Ah oui, il faut changer, oui, on se rend compte que le climat, oui, les pauvres ours polaires ». Mais quand il faut prendre la peine de trier, tout le monde ne le fait pas. Donc c'est un vrai problème. Alors est-ce qu'il faut le promouvoir par des ateliers citoyens? Écoutez, si des gens ont des idées pour commencer à le promouvoir près de chez nous, je le ferai bien volontiers. Avis aux lecteurs du LPN de fournir des bonnes idées écologiques. Le gouvernement est à la traîne par rapport aux demandes des citoyens en matière d'environnement. Les avancées, on peut parler justement de petits pas. Oui. Et ces petits pas semblent vraiment arrachés. Or, vu la vitesse du dérèglement climatique, les cris d'alerte des personnalités, des divers scientifiques, est-ce que vous ne craignez pas d'être montré du doigt dans quelques années pour ne pas avoir osé des solutions qui soient vraiment à l'auteur de l'enjeu? Alors, la conscience, elle est là dans le gouvernement. Mais il y a aussi une autre conscience qui est de dire que la France toute seule ne peut pas le faire. Elle va le faire. Il y a des mesures très symboliques, la fermeture, et en plus on est directement concerné, la fermeture pour arriver au carbone, à la fin du carbone, fermeture de la centrale thermique charbon, donc il en reste 4 en France. La démarche est engagée. Après, quand le pays voisin, de l'autre côté de la frontière, continue à en construire,
les effets ne seront peut-être pas aussi bénéfiques qu'on l'espère. Donc c'est vraiment aussi, je pense, une avancée qui doit se faire collectivement avec l'Europe, et que là, il faut qu'on arrive à peser de tout notre poids international pour que, au niveau des États-Unis, par exemple, pour ne citer que, eux aussi bougent. On ne pourra pas, notre petit pays ne pourra pas tout faire seul. Et trop en faire, c'est risquer aussi une distorsion de concurrence avec les voisins immédiats, qui, par la suite, impacterait aussi nos citoyens. Donc il faut trouver un juste milieu, l'équilibre. Là, je fais confiance au gouvernement qui œuvre, là, j'en suis persuadée, très très fortement au niveau européen pour ça. Très bien. Et juste petite précision aussi, il faut savoir, j'étais très surprise que par rapport à nos autres voisins européens, nous sommes, la France, le pays qui est le plus rigoureux en termes de pesticides. On est au-delà des normes européennes. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus rigoureux, on demande beaucoup plus d'efforts que toutes les normes européennes. Donc il faudra un jour qu'on arrive aussi, ne serait-ce que ça, à harmoniser, pas qu'on soit toujours les seuls à faire des efforts. Et enfin, une dernière question. Qu'est-ce que, justement, les députés, à leur échelle, et au niveau du gouvernement, peuvent faire pour éviter ce sentiment de déclassement de la population, de stagnation des salaires? Je pense qu'il faut qu'on apprenne à communiquer davantage. On est peut-être, sommes très pragmatiques à chaque fois dans nos explications. Il faudrait peut-être que nos explications soient peut-être plus claires, plus imagées. Ça, c'est vrai que là, je parle à mon niveau. Je pense qu'il y a peut-être un petit défaut à ce niveau-là. Mais je continue à le dire, moi je pense qu'on rentre dans un cercle vertueux. C'est la première fois que non seulement, c'est la première fois depuis 10 ou 15 ans, que non seulement on a réussi à être en dessous de la barre des 3%, mais que le chômage diminue. Maintenant, il faut continuer à tout prix pour continuer à préserver et nos retraites et la qualité de vie de nos personnes. Il faut continuer à faire ces efforts-là vers plus d'emploi, vers plus de pouvoir d'achat, et ça c'est vraiment notre cœur de métier. Je vous le dis, vous verrez, à partir d'octobre, novembre, vous commencerez à constater que ce n'était pas des paroles vaines. Je le dis souvent en politique, les mesures qu'on met, nous on ne verra peut-être pas les effets bénéfiques. Ça met du temps, la mise en place, et c'est sur du long terme, hein, mais là, en tout cas, pouvoir d'achat, dès octobre, dès novembre, vous en verrez les effets. Est-ce que cet effet-là ne sera pas annihilé dès le mois de janvier avec le prélèvement à la source? Le prélèvement à la source, pour tous les pays qui l'ont déjà fait, alors c'est simplement au départ, on va dire culturellement, on n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on sait exactement qu'on n'aura plus besoin de faire son relevé mensuel ou de payer, non, je ne pense pas. Après, ça peut faire un choc psychologique, donc il faudra peut-être accompagner, mais le résultat du pouvoir d'achat, après, on pourra démontrer facilement qu'il sera bien présent. Très bien. Merci Agnès d'avoir accepté cette interview, d'avoir répondu à nos questions. On espère vous voir dès l'année prochaine pour refaire un petit bilan et même vous revoir chaque année. Ah ben, volontiers. Et donc n'hésitez pas, initiative citoyenne, si vous avez des idées en écologie ou autre, je me ferai un plaisir d'essayer à mon humble niveau. Je le dis souvent, un député de circonscription ne peut pas aider à faire forcément, parce qu'on me saisit souvent en disant vous avez qu'à proposer cette loi. Là, je crois que mon rôle au niveau du territoire, c'est surtout de faire la liaison entre les gens, de permettre à des gens de se rencontrer. Et ça aussi, je le demande souvent. N'hésitez pas à être mes personnes ressources, parce que j'ai besoin de gens qui connaissent le métier, qui sont sur le terrain. Ça peut être de manière anonyme. Quand j'ai des doutes sur le vote d'une loi, j'aime bien avoir des avis de personnes du terrain et pas les grands directeurs qui sont auditionnés lors des commissions. Merci.